aussi votre présence. Donc c'est vrai, c'est un plaisir de venir partager avec vous quelques réflexions. Je suis donc universitaire, spécialiste des questions internationales, donc du droit international, relations internationales. Je suis présentement doyen de l'école américaine d'administration à Paris, American Business School of Paris. De façon continue, je suis professeur invité, visiteur aux États-Unis, au Canada également, donc l'Amérique du Nord, et bien sûr au Liban. Je garde toujours mes attaches universitaires où je suis invité fréquemment à partager également mes réflexions dans des conférences, dans des universités, consoeurs au Liban. Voilà, ça vous suffit comme présentation? Très bien. Écoutez, pour parler des chrétiens d'Orient à l'ère du printemps arabe, donc on parle vraiment du Moyen-Orient, il y a deux idées qui me viennent à l'esprit. La première idée, c'est une citation du général de Gaulle qui disait « Dans cet Orient complexe, il faut aller avec des idées simples. » Donc, on a tellement de complexité et de complications dans cet Orient que si on veut aller avec des idées complexes, ça ne va pas. Et il y a un test. Tout à l'heure, donc à l'issue de cette causerie, on va voir si vous allez sortir en ayant tout compris et en ayant tout cerné, ça veut dire deux choses. Ou bien j'ai mal expliqué, ou bien vous avez mal compris. Il faut sortir comme vous avez compris en disant « Oh là là, c'est tellement compliqué ». On ne comprend plus rien. Deuxième idée plus, je dirais, plus sérieuse, hein, plus rigoureuse, c'est que j'ai un plaisir de parler de cette question des chrétiens d'Orient. C'est vrai, cette semaine, on a prié pour les chrétiens, l'unité des chrétiens, mais croyez-moi, au Moyen-Orient et en Orient, il y a une union et une unité de fait entre toutes les communautés chrétiennes, entre les protestants, entre les catholiques, entre les orthodoxes. Cette union, on la vit. Et je dirais, pour rappel historique, il n'y a jamais eu au Moyen-Orient une guerre de religion interchrétienne. Il y a eu toujours une union chrétienne, peut-être parce qu'on est minoritaire et qu'on doit faire face à des persécutions ou bien à des situations qui viennent de l'autre, qui viennent d'autres régimes, qui viennent d'autres communautés religieuses. Et donc cette union, on la vit au quotidien. C'est pourquoi quand on parle de présence chrétienne au Moyen-Orient, on ne fait pas de distinction entre catholiques, orthodoxes, protestants. Quand on est persécuté parce qu'on est chrétien. Parce que l'autre s'en fiche si on est protestant, catholique, orthodoxe. Quand on est égorgé parce qu'on est chrétien. Parce qu'on est les gens du livre. On n'est pas égorgé par les musulmans. Il faut oublier cette idée. On est égorgé, on est persécuté par des extrémistes, par des terroristes et par des, je dirais, des mouvements qui n'ont aucun lien avec les valeurs musulmanes, les valeurs, je dirais, des religions monothéistes. Et donc, cette distinction, on ne la vit pas au quotidien. On a une union au quotidien. C'est pourquoi, là, aujourd'hui, il y a deux évêques qui sont enlevés, kidnappés par des forces extrémistes en Syrie, mais tout le monde est mobilisé au Moyen-Orient, et même en Occident pour les libérer. Il y a 10 religieuses qui sont également enlevées en Syrie par des mouvements salafistes. On ne fait pas de distinction si elles sont catholiques, protestantes, orthodoxes. On ne pense qu'à ces religieuses en termes de chrétiens. Et donc, tout au long de ma présentation, on ne va pas faire des distinctions. On est chrétien et on va voir comment ces chrétiens font face dans l'échiquier géopolitique qui les dépasse, comment ils sont vraiment relégués en tant qu'enjeu, que problématique au dernier rang. Et malheureusement, ce qui compte, c'est les intérêts géopolitiques, les intérêts pétroliers, les intérêts, je dirais, au niveau de leur puissance et des puissances régionales, beaucoup moins les intérêts de ces chrétiens. Bien au contraire, le Moyen-Orient, peut-être est la seule partie au monde où on ne parle que des chrétiens, mais on ne parle pas de musulmans. Il n'y a pas de musulmans au Moyen-Orient. Il y a des sunnites, oui. Il y a des chiites, oui. Il y a des alaouites, il y a des druzes, mais il n'y a pas des musulmans.
il n'y a pas une unité musulmane face à une diversité chrétienne. C'est bien le contraire. Il y a une unité chrétienne de fait qui, face d'elle, il y a des communautés musulmanes qui sont aujourd'hui les unes contre les autres en train de mener des guerres, en train de mener des violences. Et même à l'intérieur des communautés sunnites, comme on va voir tout à l'heure, il y a également des tensions et on dispute le leadership de la région entre la Turquie et le Qatar d'un côté et l'Arabie Saoudite de l'autre. Donc passons un peu, je dirais, à quelques rappels par rapport à la région. Donc on est bien au Moyen-Orient. Vous voyez ces États et ces pays. Juste à titre de rappel, les zones vertes, c'est les zones où la majorité dans ces pays sont des sunnites. Tout à l'heure, on fera un rappel, si vous le souhaitez, les différences entre sunnites, chiites, etc. Donc là, ce qui est en vert, c'est les musulmans sunnites. Ce qu'on voit en rouge, c'est les musulmans chiites. Et les chrétiens, au Moyen-Orient, tout à l'heure on va voir les nombres, sont partagés au niveau de ces États entre les divers pays, entre les diverses puissances. Donc là également, on va parler de l'Égypte, on va parler de Damas qui est en vert, un peu de Liban qui est en bleu, bien sûr l'Irak, l'Iran, la grande puissance chiite, et l'Arabie Saoudite, donc la grande puissance sunnite, tout en sachant que la Turquie et l'Égypte constituent également des puissances régionales sunnites. Donc déjà en regardant cette carte, on constate que ce Moyen-Orient n'est pas un Moyen-Orient tellement homogène, il est extrêmement hétérogène sur différents plans, confessionnels, religieux, culturels, géopolitiques et énergétiques, c'est-à-dire pétroliers. Et les chrétiens, donc, qui vivent dans cette région, subissent ou bien profitent, ça dépend également de la conjoncture, de l'évolution des rapports entre ces puissances, ou bien de l'évolution de la tension entre ces puissances. Quelques chiffres, avant d'aller plus dans le fond du problème, quelques chiffres par rapport aux chrétiens. Donc, si on prend les chrétiens en Égypte, on a aujourd'hui autour de 12 millions de chrétiens en Égypte, donc ce qui constitue 10% de la population, entre 9 et 10%. En Syrie, avec maintenant l'exode des Syriens, on est passé de 3 millions de Syriens à 1,5 million de chrétiens syriens en Syrie. Et les autres, c'est dans la diaspora, des réfugiés, principalement au Liban, mais également en Jordanie, dans les pays occidentaux. Bien sûr, il y a également des chrétiens en Turquie. Tout à l'heure, on va voir comment cette dimension de présence chrétienne a beaucoup diminué tout au fil des années. Donc, au Soudan, notamment dans le sud du Soudan, il y a beaucoup de chrétiens, 5,5 millions de chrétiens. En Arabie Saoudite et dans les pays du Golfe, il y a des chrétiens, mais gardons-nous, ce ne sont pas des chrétiens originaires de l'Arabie Saoudite ou bien originaires des monarchies du Golfe, mais ce sont des chrétiens irakiens, syriens, libanais, qui sont venus travailler, mais qui ne deviendront jamais des nationaux ou bien des citoyens, car l'une des conditions, c'est qu'on soit sunnite, même pas chiite, sunnite pour gagner la nationalité dans les monarchies du Golfe. L'Irak, donc on a 3%, donc ce qu'on est passé tout à l'heure on verra, on est passé de 6% à 2% de chrétiens. Voilà. À travers ce schéma, on constate combien de chrétiens on était au début du XXe siècle et maintenant combien de chrétiens il reste au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Au Liban, on était 55%, ce qui explique que la conjoncture politique libanaise, la présence des chrétiens dans l'administration et dans le pouvoir politique est la plus importante au Moyen-Orient. Tout à l'heure, on va voir un peu plus en détail en quoi consiste cette présence politique. En Turquie, on est passé de 20% à 0,1%. En Syrie, on est passé de 20%
à 7%, là, ces dernières années, voire les derniers mois. En Irak, on est passé de 3% à 2% ces dernières années. En Jordanie, de 5% à 4%. En Égypte, on est resté plus ou moins dans la fourchette. Le pouvoir dit qu'il y a 5 millions de Coptes en Égypte. L'Église copte dit qu'on est 15 millions. Donc on essaie d'être un peu au milieu. On est entre 8 et 10 millions. En Palestine, on est passé de 10% de chrétiens à 2%. Donc on voit que le pourcentage de chrétiens par rapport à la population dans ces différents pays n'est pas une population stable, elle est une population en régression. Et ce, malgré la présence dans ces pays de régimes entre guillemets laïques, comme en Irak à l'époque de Saddam Hussein, comme en Égypte à l'époque de Moubarak, comme en Syrie à l'époque de Assad, d'ailleurs il est toujours. Donc on voit toujours, dans ces pays, on ne parle pas des monarchies, on parle de monarchie du vote, on parle des pays où il y a entre guillemets des régimes laïques. Donc les chrétiens, toujours sont tentés par l'immigration ou bien par un changement de religion pour pouvoir bénéficier des avantages sociaux, des avantages économiques et politiques. Commençons par la géohistorique de la Syrie. Donc la Syrie, comme on l'a vu tout à l'heure, est un État arabe, méditerranéen, francophone. Sa superficie est de 185 000 km². L'extrême complexité de la Syrie consiste dans la géopolitique et dans ses frontières. Car c'est un État qui est frontalier avec la Turquie, avec l'Irak, avec la Jordanie, avec le Liban et avec Israël qui occupe un territoire syrien qui sont les hameaux du Golan. En Syrie, on a 23 millions d'habitants qui sont répartis en mosaïque. On a 74% de sunnites, 12% de alaouites, 11% de chrétiens, 3% de druzes et de ismaélites. C'est le pays le plus mosaïque de tous les pays de printemps arabe. Donc la Libye, on est à 96% de sunnites. En Égypte, on est à 90% de sunnites. En Tunisie, on est à 97% de sunnites, etc. Le seul pays du printemps arabe, c'est-à-dire là où il y a les soulèvements, où il y a une vraie mosaïque, est la Syrie. Donc ça, c'est la première complexité. Deuxième complexité, c'est qu'ils partagent des frontières avec plusieurs États qui ont connu des problématiques sécuritaires à dimension internationale. En commençant par l'Irak. Première guerre de l'Irak, deuxième guerre de l'Irak. Et n'oublions pas que les djihadistes qui allaient se faire exploser en Irak allaient entre autres du territoire syrien. Et donc, le régime syrien a contribué à cette instabilité irakienne. Et n'oublions pas que, également aux yeux des États-Unis, mais également des pays occidentaux, la sécurité et la stabilité d'Israël comptent beaucoup. Donc le fait que le régime syrien ait préservé une stabilité sécuritaire avec l'État d'Israël pendant 50 ans est très important. Donc tout à l'heure, on va tirer les conséquences. C'est pourquoi il y a beaucoup de questions par rapport à la succession. Est-ce que le successeur ou le régime qui va succéder va préserver cette stabilité avec Israël? Est-ce qu'il va, donc au lendemain du retrait américain de l'Irak, est-ce que le nouveau régime va préserver également une stabilité avec l'Irak ou bien on va davantage déstabiliser l'Irak? Donc ces deux pays, Israël et l'Irak, constituent quand même une problématique importante au niveau de cette géopolitique. Alors que Assad, relativement, avait préservé cette stabilité. Et bien sûr, n'oublions pas la Turquie, parce que le nord de la Syrie et le sud-ouest de la Turquie, il y a les Kurdes. Et on sait très bien que la Turquie a une problématique extrêmement importante et violente avec les Kurdes. Jusqu'à présent, avant le soulèvement syrien, avant le printemps arabe syrien, on a préservé la stabilité et la sécurité entre les Kurdes de la Syrie et les Kurdes et les Turcs.
Or, depuis que la Turquie s'est rangée contre le régime, alors le régime Assad, il a lâché prise et il a laissé les Turcs également de nouveau pénétrer en Turquie et bien sûr faire des attentats ou bien être des architectes de l'instabilité. Donc ce régime syrien, c'est un régime qui est détenu depuis les années 70 par une petite minorité, qui est la minorité alaouite, suite à un coup d'État qui a été orchestré par Hafez al-Assad, donc qui est lui-même alaouite, et auquel il a succédé son fils Bachar el-Assad, en 2000. Donc là aussi on parle, peut-être on ne parle pas d'une succession monarchique entre le père et le fils, parce que ce sont des républiques, mais néanmoins, ce sont des monarchies, je dirais, républicaines, où le président fait hériter ses enfants la présence de la République. C'est ce qui s'est passé en Syrie, c'est ce qui allait se passer en Égypte avant qu'il y ait le soulèvement, c'est ce qui allait se passer en Libye, c'est ce qui allait se passer en Tunisie, ainsi de suite. C'est-à-dire, dans ces pays arabes, même quand il n'y a pas une monarchie, la présidence, c'est-à-dire le pouvoir, est hérité par les enfants. D'ailleurs, le seul pays arabe où on avait un ancien président de la République, c'est le Liban. On avait tous les 6 ans, donc des élections. On a toujours des élections à intervalles réguliers. Dans d'autres pays arabes, on n'a pas d'ancien président. Donc le président reste à vie, et ensuite donc c'est son fils ou sa fille, mais surtout son fils qui vient l'hériter. Donc, dans ce pays des minorités, là où les chrétiens jouissaient d'une certaine façon d'une protection, non pas au regard du fait qu'ils soient chrétiens, mais au regard du fait qu'ils soient une minorité, le régime, bien sûr, exerçait son pouvoir répressif en faisant croire aux minorités que parce que c'était un régime de minorité, il était là pour les protéger contre la majorité. Et pendant plus de 50 ans, on a fait croire effectivement à toutes les minorités que le jour où ce régime disparaîtra, toutes les minorités seront écrasées par une majorité sunnite qui viendra pour commanditer ce pays. Et donc, on a régné à travers la peur. Pendant 50 ans, en Syrie, c'était la peur, où il y a le régime, où il y a l'agression, où il y a la peur de l'autre. Ceci a cultivé non seulement une peur de la minorité par rapport au changement de régime, mais aussi a cultivé une haine chez, je dirais, les extrémistes, de telle façon que le jour où ils viendront au pouvoir, c'est vrai, donc il va y avoir une certaine vengeance par rapport à cette minorité qui jusque-là bénéficiait de certains privilèges. Tout en sachant que dans ces dictatures, ce qui importe en premier lieu, ce n'est pas l'intérêt des minorités, ce sont les intérêts politiques, les intérêts certainement économiques et les intérêts géopolitiques. Mais les minorités viennent après pour essayer de montrer aux pays occidentaux, à l'opinion publique, que parce qu'on est minoritaire, on protège les minoritaires. Du moment où c'est la majorité qui va régner, ça veut dire que toutes les minorités vont être écrasées. Alors en Syrie, pendant plus de 45 ans, on a régné à travers cette optique-là, à travers cette vision, cette perspective. On est aujourd'hui face à une guerre civile depuis mars 2011. On a commencé par un soulèvement populaire. Tout à l'heure, on verra en quoi consiste ce soulèvement et comment les chrétiens étaient partie prenante au départ de ce soulèvement. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 morts, 5 000 morts par mois, donc là on est maintenant à 120 000. 1 800 000 réfugiés jusqu'à ce jour. On a 3,5 millions de Syriens qui ont besoin d'une aide d'urgence. Et on a 4 millions de Syriens qui ne sont plus en mesure de se nourrir, selon, bien sûr, Valérie Amos, la coordinatrice des affaires humanitaires à l'ONU. Antonio Guterres, donc, qui est le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, disait en juillet 2013, depuis le génocide de Rwanda, nous n'avons pas vu un niveau aussi effrayant de flux de réfugiés. Et jusqu'à présent, on a toujours un blocage au sein du Conseil de sécurité pour contraindre le gouvernement syrien à cesser le feu. Et la conférence de Genève 2, bien sûr, va de nouveau
se solder par un échec, parce que tout à l'heure on va voir sur quel niveau se situe le conflit syrien. Quel est le contexte géo-historique de l'Égypte? L'Égypte a un contexte différent de la Syrie. Autant la Syrie a une complexité au niveau de ses frontières, au niveau des minorités qui la composent, l'Égypte a des différences au niveau de la composition de sa population et au niveau également de ses rapports avec Israël et avec l'Occident. Donc déjà, c'est un pays qui est à 1 million de kilomètres carrés, donc 10 fois plus la Syrie. Et c'est vrai, au niveau historique, l'Égypte et l'Arabie Saoudite disputaient l'hégémonie arabe sunnite dans le monde arabe. Et d'ailleurs, la Ligue des États arabes a son siège non pas en Arabie Saoudite, mais en Égypte. Car il y a une place d'hégémonie, une place très importante qui a été dotée à l'Égypte depuis la fondation des États arabes, qui fait de l'Égypte un État phare, un État rayonnant, qui est une plateforme en même temps portée vers les monarchies du Golfe, dans le sud, mais portée vers la Méditerranée, vu que l'Égypte est un pays méditerranéen du sud. C'est un pays voisin de la Libye, du Soudan, de la Palestine et Israël. Et donc déjà, le fait que ce pays ait signé une convention de paix en 1968 avec Israël, toute succession de régimes dans cet État compte aux yeux d'Israël et bien sûr des États-Unis et de l'Union européenne. Car ce qui compte surtout, c'est comment préserver la stabilité au Moyen-Orient à travers une reconduction et non pas une remise en question de cet accord de paix. Donc l'échiquier géopolitique au niveau de l'Égypte ne se situe pas avec d'autres pays arabes ou bien au niveau interne, mais se situe au niveau de la stabilité de ses frontières et au respect, à l'observation de l'accord de paix entre l'Égypte et Israël. Tout ce qui vient après se place au second rang. Je ne dirais pas que ce n'est pas prioritaire, mais il y a des priorités à travers lesquelles on approche la question. On est à 85 millions d'habitants, donc c'est le pays arabe le plus peuplé, parce que la Turquie n'est pas un pays arabe, c'est une puissance régionale sunnite, mais qui n'est pas arabe. Donc on est à 90% de sunnites et 10% de chrétiens. Pour revenir à la question du printemps arabe, juste 3 rappels. En quoi consiste ce printemps arabe et ces révolutions arabes? Bertrand Brady, donc un collègue qui enseigne à Sciences Po Paris, a dit que ces révolutions sont des révolutions post-léninistes, c'est-à-dire des révolutions qui ne connaissent pas un plan avec un leader, avec un parti qui conduit le peuple à se soulever et à changer de régime. Mais c'est plutôt des soulèvements populaires spontanés qui sont allés pour renverser des régimes sans qu'il y ait un projet politique prédéterminé et prédestiné pour qu'il y ait une succession de pouvoir d'une façon logique. On n'est pas face à des révolutions léninistes. La révolution léniniste, c'est une révolution où on avait un parti qui conduisait la révolution, le soulèvement, on avait un projet politique, on avait une idéologie et on veut la mettre en place. Dans le printemps arabe, que ce soit en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, au Yémen, au Bahreïn, il n'y a pas d'idéologie. Il y a une seule chose, on a assez avec la dictature qui est en place et tout ce qu'on veut, c'est premièrement plus de liberté, plus de dignité, plus de droits. Ça, c'est à la base du printemps arabe. C'est à la base de l'éviction de Ben Ali en Tunisie. Ça, c'est la base de l'éviction de Moubarak en Égypte. Jusque-là, on ne parle pas ni de charia, on ne parle pas des valeurs chrétiennes, on ne parle pas du Coran, on parle des valeurs éthiques. Et c'est là la victoire des idéaux et des valeurs universelles, où c'était la première fois dans le monde arabe où on veut évincer le régime en place, la dictature en place. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après, mais tout ce qu'on veut, c'est vraiment finir avec cette ère de dictature, de répression, d'oppression. On veut faire naître les valeurs de la démocratie, les valeurs de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, de la liberté
de déplacement, d'association, etc. Or, comme vous le savez, et j'enchaîne avec le deuxième. Or, comme vous le savez, dans tout régime, il faut toujours qu'il y ait un pouvoir en place. On a réussi à évincer Moubarak, on a réussi à évincer Ben Ali, mais qui va finalement venir tenir le pays et arriver au pouvoir? Donc, quand les élections ont eu lieu, les frères musulmans l'ont remporté en Tunisie, les frères musulmans l'ont remporté en Égypte, car c'était la seule force politique organisée et dotée de pouvoir d'argent qui l'a préparé à travers la sympathie des gens, parce qu'ils étaient tellement persécutés, tellement, je veux dire, encore plus que les chrétiens, parce qu'ils étaient considérés comme des terroristes, ils étaient considérés comme un parti béni. Et donc, c'est un peu ça, la sympathie et l'organisation au sein de ces partis qui nous ont portés à arriver au pouvoir et à gagner les élections. Avant de développer cette idée, j'aimerais quand même revenir à la question de la Syrie. Donc, à travers la guerre en Syrie, ce qu'on constate, c'est qu'il ne s'agit plus aujourd'hui d'une guerre où on veut porter les idéaux au régime. Donc, on a commencé à travers des valeurs et à travers l'aspiration à mettre en place la démocratie. Aujourd'hui, la situation en Syrie n'a plus aucun rapport avec le premier soulèvement populaire en mars 2012. Aujourd'hui, il s'agit d'une guerre régionale en Syrie. Assad ne combat plus les opposants syriens. C'est l'Iran qui est impliqué dans cette guerre parce que c'est la survie de l'hégémonie de l'Iran dans la région qui se joue au niveau du régime syrien. Parce que la Syrie pour le régime syrien, la Syrie pour le régime iranien constitue la porte d'entrée de l'Iran vers la Méditerranée. Parce que pour l'Iran, le régime syrien constitue la porte d'entrée dans le conflit israélo-arabe. Parce que pour le régime iranien, la Syrie constitue le passage vers le Liban et vers le Hezbollah. Et parce que les Alaouites sont une faction chiite. Et donc là, on parle du croissant fertile. Iran, Irak, Syrie, Liban. Donc, si cette guerre a commencé avec plutôt des aspirations démocratiques, plus de liberté, plus de droits, aujourd'hui, il n'en est plus question de ces idéaux. Et d'ailleurs, la naissance du mouvement extrémiste, je dirais, ont enterré ces valeurs et ces idéaux démocratiques. Le Hezbollah libanais combat à côté du régime. On a une victoire au mois de mars dernier, qu'on appelle le village de Kosaïr, grâce à l'engagement de Hezbollah, une guerre asymétrique. Et c'est grâce à l'intervention de Hezbollah libanais que le régime syrien a pu regagner de nouveau les combats. Parce que les forces de l'opposition étaient tellement avancées, le régime allait perdre du terrain. Parce que les forces du régime syrien, ce sont l'armée régulière, qui n'est pas aisée et qui n'est pas habituée à mener des guerres de milices. En face, on avait des milices. C'est la même asymétrie de la guerre entre Israël, qui a une force régulière armée, et Hamas, ou bien Hezbollah, qui sont plutôt des milices. Et donc, le régime syrien était mis à mal par ses opposants syriens et par les milices syriennes. C'est l'intervention de Hezbollah qui a permis à ce régime, grâce au soutien de l'Iran et de l'armement syrien, de l'armement iranien, de regagner des batailles et du terrain. Or, quelles sont les conséquences? On a une instabilité maintenant accrue au Liban. Vous entendez les nouvelles. On a toutes les 2 semaines des attentats dans les quartiers de Hezbollah, commandités par des djihadistes venus de la Syrie, ou bien venus d'ailleurs, mais transités par la Syrie. On a un conflit turco-kurde qui déstabilise de nouveau la Turquie, parce qu'avant le régime, quand il était en bon terme avec la Turquie, stabilisait les frontières avec la Turquie. Et maintenant, on commence à également entendre des explosions, des attentats. L'Irak chiite, parce que voyez-vous l'Irak avant la guerre du Golfe, c'était le pouvoir sunnite. Saddam Hussein était sunnite.
qui est un pouvoir minoritaire qui régnait sur la masse qui était chiite. Depuis l'intervention américaine et la deuxième guerre du Golfe, on a évincé Saddam Hussein, on a mis en place qui? Les chiites. Donc Maliki, qui est un président chiite, qui a vécu en Syrie, qui a vécu en Iran, et qui est l'allié de l'Iran. Paradoxalement, les États-Unis ont rendu service au pouvoir iranien en renforçant la géopolitique et les aspirations iraniennes de renforcer le croissant fertile qui partait de l'Iran vers l'Irak, la Syrie et le Liban. Et donc, depuis quelques jours, on sait qu'en Irak, il y a de nouveaux groupuscules sunnites, ce qu'on appelle EIL, l'État islamique en Irak et au Levant, qui a commencé à commanditer des opérations extrêmement violentes en Irak, mais également en Syrie et malheureusement au Liban. Il ne faut pas oublier également qu'il y a derrière cette guerre syrienne et derrière cette guerre régionale, il y a des enjeux énergétiques. Car, comme vous le savez, il y a une dépendance énergétique européenne de la Russie à hauteur de 70%, notamment au niveau du gaz. Or, l'Union européenne soutenait et soutient toujours ce qu'on appelle le projet Nabucco, un projet de gazoduc qui vient de la Turquie et qui va transiter en Méditerranée en venant alimenter l'Europe pour réduire la dépendance européenne vis-à-vis de l'énergie et du gaz russe. Et la Turquie, on sait qu'elle a des satellites républicains en Asie centrale, Azerbaïdjan, Turkménistan et d'autres républiques où il y a des liens et des intérêts géostratégiques. Et donc, il y a une aspiration à ce que le nouveau gazoduc, c'est-à-dire la nouvelle canalisation de gaz, vienne de l'Asie vers l'Europe pour réduire la dépendance européenne vis-à-vis de la Russie. Or, quel est le pays au Moyen-Orient le plus riche en gaz? Le Qatar. Le Qatar est la puissance la plus riche. Or, pour que le Qatar puisse transiter son gaz vers l'Europe, il doit obligatoirement passer par l'Irak et la Syrie. Et donc, au départ, on voulait gagner la confiance du président Assad pour que, avec son accord, on fasse passer le gazoduc qatari de l'Irak et de la Syrie. Mais ça veut dire que Assad allait, d'une certaine façon, participer à la réduction de l'influence russe sur l'Europe, la dépendance russe sur l'Europe. Or, Assad a refusé parce que pour lui, il est en train maintenant d'entrer dans un nouvel échiquier de gazoducs. C'est le gazoduc iranien, syrien, irakien, donc un gazoduc chiite qui va se joindre au gazoduc russe pour le renforcer, au lieu de renforcer l'autre gazoduc concurrent qui allait venir du Qatar, de l'Arabie Saoudite, vers l'Europe. Ça explique d'une façon très importante la défense, je dirais, ardue de la Russie par rapport à la non-éviction par la force de la Syrie, parce que le régime syrien garantit également, entre autres, les intérêts de la Russie. Donc on est dans un contexte géopolitique où également les intérêts pétroliers, les intérêts du gaz sont importants. On pose la question alors, et les chrétiens? Je vous l'avais dit, dans cette région, malheureusement, ce qui importe surtout, c'est la stabilité des frontières. Ce qui compte, c'est les intérêts géopolitiques et les intérêts économiques, financiers, pétroliers. Les chrétiens, quand on est face à un régime qui est sur une stabilité, ils payent, je dirais, le prix de la peur en s'accrochant à ce régime et en croyant qu'en l'évinçant par la force, ils vont payer les pots cassés. Et l'exemple de l'Irak leur donne d'une façon ou d'une autre raison. Mais également,
la présence de forces extrémistes qui veulent se venger des régimes en place et qui n'arrivent pas à se venger de ces régimes en place, ils sont en train de se venger des chrétiens, comme ce qui se passe en Égypte actuellement, où les frères musulmans, c'est-à-dire le parti des frères musulmans, est aujourd'hui considéré comme un parti terroriste, et donc il y a une répression et une oppression exercée par le régime en place, sauf que ces chrétiens payent les pots cassés et payent la facture, parce que quand on interdit aux frères musulmans de manifester par la force, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller brûler une église, 2 églises, 3 églises, 5 églises. Ils n'arrivent pas à faire face donc au régime, à la police, alors qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se venger du côté faible. Les chrétiens sont le maillon faible des régimes où il y a l'oppression, où il y a l'état gendarme et où il y a des djihadistes. Car ces chrétiens-là, finalement, que ce soit le pouvoir en place, il va d'une façon ou d'une autre un peu rétrécir et réduire leur zone d'influence pour, d'une façon ou d'une autre, plaire aux conservateurs. Et les extrémistes vont se venger de ce maillon faible parce qu'ils vont transmettre le message extrémiste et je dirais également terroriste de leur islam, qui n'est pas l'islam, c'est que ces gens méritent la mort car ils ne sont pas des musulmans. Donc au milieu de ces pays qui connaissent aujourd'hui une instabilité, les chrétiens malheureusement n'arrivent pas à jouer un rôle actif et déterminant, sauf dans un seul pays dans la région, qui est le Liban, parce que de par sa constitution, le Liban a garanti aux chrétiens une place dans le pouvoir politique. Il faut qu'il y ait un président de la République chrétien, il faut qu'il y ait 50% des députés chrétiens, il faut qu'il y ait 50% des ministres chrétiens, 50% des officiers dans l'armée chrétienne, 50% dans la magistrature. Donc on a essayé de refléter la composition mosaïque de la société dans l'administration et dans la vie politique pour donner des garanties à ces chrétiens que quoi qu'ils fassent, la présence chrétienne sera garantie par les gens qui arrivent au pouvoir public pour qu'il n'y ait pas une certaine lésion. La question qui se pose, est-ce que pour donner des garanties aux chrétiens d'Égypte, ou bien aux chrétiens de la Syrie, ou même aux chrétiens de la Palestine, est-ce qu'il faut se servir du Liban comme exemple? À mon avis, c'est une grande question, mais tant que les chrétiens en Syrie et en Égypte n'ont pas une posture, n'ont pas un rôle actif et déterminant dans la vie politique, ils vont se sentir toujours sous la merci et dépendants d'un régime qui, somme toute, est répressif, mais parce qu'il combat les extrémistes, il fait croire que, grâce à lui, ces minorités restent vivantes et survivent dans cette région. Merci de votre attention.